Eh ben dans l'immédiat, ça doit être Bulle Noire, proposé par Robert de Terre. L'invité est là, Robert n'est pas là. Je me souviens qu'une fois, pour une émission, je sais plus si c'était un Bulle Noire polar ou ça devait être un Bulle Noire BD, donc animé par Christian Marmonnier. Christian était en retard et c'était l'invité qui lui-même avait commencé à tout expliquer sur son travail, son œuvre, etc. Je ne sais pas si l'invité d'aujourd'hui est prêt à le faire. Dans l'immédiat, je lance l'ancien générique de Bulle Noire, puisque le nouveau, il est sur la clé USB de Robert, et on attend Robert. Un jour, c'était la nuit, le teint verdâtre, le cheveu gras. Je voulais rester au lit. Tu m'as dit, moi je reste pas. J'avais lu dans un Marie-Claire, offrez-lui une belle dépression. Pour toi c'était pas très clair. Tu t'es payé des demi-pressions. Je me trouve avec toi dans la forêt. Bonjour, c'est Bulle Noire. Non, je vais pas vous le présenter à la manière de Robert de Terre. Il n'y aura pas de disque de la semaine. C'est l'invité qui va de lui-même décliner son identité et le pourquoi de sa venue. Bien sûr. Donc je m'appelle Romain Terneau et j'ai écrit un premier roman il y a 5 ans déjà qui s'appelle Croisade apocalyptique. C'est l'histoire de quelqu'un qui se prend pour un révolutionnaire marxiste et qui veut à tout prix faire la révolution en France. Le problème, c'est qu'il est complètement alcoolique et en réalité, c'est un loser absolu, ce qui fait que il n'arrive à rien et il se retrouve embarqué dans de multiples aventures, dont un trafic d'armes qui l'amène en Inde et à Los Angeles, où il est confronté à des histoires de terrorisme. Et en réalité, il va jusqu'à monter une firme multinationale, donc l'idéologie qu'il combattait au départ, absolument, jusqu'à revenir en France et se retrouver clochardisé. Donc, quand je l'ai écrit, moi, j'avais pas d'intention précise au départ. C'est-à-dire que j'avais un début que je trouvais amusant et je me suis vraiment lâché, je savais pas où j'allais. Et c'est ma manière d'écrire en réalité. Je pars d'un point de départ et je me lâche, ce qui permet vraiment d'aller là où on pensait pas, c'est-à-dire ni l'auteur ni le lecteur. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant, beaucoup plus que de créer l'histoire à l'avance et de remplir des cases par la suite. Je trouve que à tout point de vue, c'est intéressant. Donc ça, c'est un livre que j'ai écrit il y a 5 ans, quand je faisais des études de littérature. Je viens de Reims et j'ai fait des études de lettres modernes à la faculté de Reims. Et j'ai écrit ça chez moi dans une maison où j'habitais un peu en périphérie de Reims, qui appartenait à ma grand-mère. Dont le décor n'a pas changé. Mais quand tu dis que tu ne savais pas où tu allais quand même chez un éditeur ou c'était pour le plaisir? Ah non, au départ, il y avait aucun éditeur de prévu. J'écrivais ça vraiment pour le plaisir, même pour le délire. J'irais jusque là. C'était vraiment pas le but. C'est vraiment que je m'ennuyais et je lisais beaucoup et j'aimais beaucoup les romans de John Fante. J'ai fait un mémoire de littérature où j'ai fait un mémoire sur John Fante en réalité, dans lequel je parlais aussi de Bukowski, de Jack Kerouac, de Dan Fante, le fils de John Fante, aussi Dostoïevski, Knut Hamsun, énormément de gens. En réalité, les influences de John Fante, c'est-à-dire les gens qui l'avaient influencé lui, et que lui-même avait influencé, c'est-à-dire avant et après, et donc ça m'a fait beaucoup de lectures, et en dehors de cette sphère-là, il n'y a pas énormément de choses qui m'intéressaient à l'époque. Du coup, je me suis dit, ok, je vais voir ce que je peux faire. Et au départ, c'était juste un délire, je pensais même pas que je pouvais le faire. À la rigueur, c'était vraiment écrire sur mon clavier comme ça, sans le montrer à personne. D'ailleurs, j'ai mis beaucoup de temps à le proposer à des éditeurs. J'ai mis, une fois que le roman était fait, j'ai peut-être mis 3 ans à le proposer à des éditeurs, parce que pour moi, c'était pas forcément ce que je voulais faire non plus. Mais après, dans la mesure où quand même le roman était fini, je me suis dit,
je vais le proposer dans la mesure où j'ai un roman, j'ai un produit fini, je vais le proposer à des éditeurs dans la mesure où ils ne me connaissent pas, ça ne me dérange pas d'avoir leur avis, et je l'ai envoyé à une trentaine d'éditeurs à peu près. Donc j'ai eu quasiment que des réponses négatives. Quelquefois détaillées, donc c'était amusant quand c'est détaillé parce que quand même le roman est quand même assez jusqu'au boutiste ou extrême, je sais pas comment dire. Je me suis vraiment fixé aucune limite. Dans les règles que je m'étais fixées au moment où je l'ai écrit, je me suis dit je ne me fixe aucune censure en fait. Ce qui fait que même les choses bizarres, subversives ou décalées, je me disais, tant pis, je le fais quand même. Même si ça va choquer des gens, je le fais. Et puis après, on verra plus tard s'il faut retravailler. Mais voilà, c'était mon mode de fonctionnement. C'était une des bases. Il y avait d'autres règles que je m'étais fixées. Par exemple, c'était que ce soit le plus direct possible. C'est-à-dire, il faut que ça aille vite. C'est pour ça que le livre est écrit au présent, à la première personne. Et qu'on est quasiment dans la tête du narrateur qui est un peu fou. Ce qui fait que ça va très très vite. Et mon but, en réalité, c'était que le lecteur ne s'ennuie pas, que le lecteur s'ennuie à 0 seconde dans le livre. Parce que si on réfléchit bien, les gens n'ont plus tellement le temps de lire. Et je ne les blâme pas pour ça. Et si on veut écrire aujourd'hui, je pense qu'il faut, à la rigueur, c'est triste à dire comme ça, mais il faut concurrencer la télévision ou Internet ou ce genre de médias qui a pris le relais. Et si on veut être capable de faire ça, il faut pouvoir donner une histoire qui va à peu près aussi vite et qui soit aussi trépidante ou attachante que ce qu'on peut voir ailleurs ou en film ou n'importe quoi. Donc c'est pour ça aussi que c'est très cinématographique, mon livre. Ça va très vite. C'est ce que je tenais à faire absolument. Mais quand tu parles des réactions des éditeurs, on sait que les éditeurs lisent quelques pages au début et si ça leur plaît, ils confient ça à quelqu'un pour que ce soit lu en entier et vu. Mais sinon, alors comment étaient les premières pages ? Les premières pages, elles sont telles que je les ai décrites à l'instant. Je peux faire une lecture si vous voulez. Donc, voilà, le roman commence comme ça. Déjà, faut savoir que le livre commence par une dédicace qui dit « À mes parents et à ma sœur qui ont supporté tous mes délires ». Donc ça fait partie d'un tout que j'expliquerai peut-être plus tard. Et ensuite, il faut savoir que c'est un livre avec des photographies. Chaque chapitre est illustré d'une photographie d'un artiste qui s'appelle Bénigne et qui a bien synthétisé, on va dire, l'atmosphère de chaque chapitre. Donc je trouve que le livre est très réussi par rapport à ça. Et chaque chapitre commence aussi par une épigraphe. Donc la première épigraphe est de Céline, dans D'un château l'autre, et elle dit la chose suivante, c'est « Moi là, je suis le trouble fait, le fléau mauvaise foi, cynique saboteur, mal embouché, désastre pitre. » Et le texte qui suit, qui est de moi, donne ceci. « Je reviens d'un endroit d'où je ne suis jamais parti quand ma mère se décide à me mettre à la porte. Elle a pris soin de jeter par la fenêtre mes effets personnels, mes canettes de bière et mon flacon de vodka. J'ai le sentiment de me faire avoir. J'avais acheté du tonic pour aller avec la vodka. Quand je me réveille, des débris de verre jonchent le trottoir et mon visage. Je suis allongé en bas des marches, baignant dans les vapeurs d'alcool et de sang. La dernière chose dont je me souviens, c'est le culot d'une bouteille qui m'arrive en pleine face à toute vitesse. Le doux foyer s'élève devant moi à quelques mètres à peine, mais il semble à des années-lumière maintenant. Je décide de ne plus jamais revenir, ou peut-être que c'est ma mère qui l'a décidé. En tout cas, je sens qu'elle n'est pas d'humeur à s'y opposer outre mesure. » Donc le livre commence comme ça. Ensuite, le narrateur se dirige vers un bar et c'est là que l'histoire commence véritablement. Pour revenir aux éditeurs, il faut savoir que moi j'ai envoyé, donc comme je l'ai dit, le roman à beaucoup d'éditeurs, une trentaine on va dire au départ. Et j'ai eu quand même une acceptation il y a un peu plus d'1 an. Et en réalité, j'ai signé un contrat d'édition et la maison d'édition a fait faillite au bout de quelques mois. Mais je ne me suis pas découragé pour autant, on va dire même ça m'a stimulé et j'ai continué de chercher. Mais en réalité, au moment où j'avais signé ce contrat, il y avait cette autre maison d'édition qui m'a pris en fin de compte, qui s'appelle Dub Édition, donc DUB Édition. Qui est revenue vers moi 1 an après, parce que déjà à l'époque elle était intéressée, elle m'avait demandé si j'avais toujours les droits du livre, et je leur ai dit que non, parce que j'avais signé ailleurs, et entre-temps la maison d'édition a fait faillite,
Et c'est eux qui sont revenus vers moi un an après, et tout s'est bien passé à partir de là. Donc voilà. Et après, moi, après mes études de littérature, je suis venu à Paris pour chercher du travail, en réalité, et dans l'édition, précisément, parce que ça correspondait bien à ce que je voulais faire. Donc j'ai travaillé un peu pour des éditeurs comme 13e Note ou comme Attila, donc le même genre d'univers que j'apprécie en réalité, mais j'avais pas assez de... Bon, on va dire que je gagnais pas assez d'argent pour gagner ma vie, ce qui fait que tant qu'à faire, il y a un moment où je me suis quand même enfermé chez moi pendant 2 ans et j'ai écrit énormément de romans. C'est-à-dire que là je suis en train de finir le 10e roman. Donc je sais pas si les autres seront publiés, mais en tout cas... Voilà, c'est important pour moi maintenant, c'est devenu une habitude, c'est devenu presque une drogue, on va dire. Donc je suis obligé de faire ça maintenant. C'est comme ça que
Radio Libertaire 89,4 MHz, Bulle Noire en compagnie de Romain Terneau pour son livre Croisade apocalyptique. C'est une vacherie ça à dire en radio, il me semble, Croisade apocalyptique. Mais bon, le choix des morceaux est dû à l'invité, donc peux-tu te justifier et nous désannoncer ce qu'on vient d'écouter? Oui, je précise pour les auditeurs, Robert de Terre devrait arriver quand même. Des fois, on s'est retrouvé dans des situations comme ça, Robert et moi, où c'était l'invité qu'il attendait désespérément en passant des morceaux en liaison avec le bouquin dont il allait être question. Il allait régulièrement voir à la porte si l'invité arrivait. Là, c'est l'invité qui va voir à la porte si Robert arrive. Mais alors, ce morceau, ce qu'on vient d'écouter. Oui, ce morceau, c'est un morceau du groupe qui s'appelle Crisis. Et le morceau s'appelle Frustration, donc frustration. C'est un groupe donc punk de la fin des années 70. Et en réalité, Crisis, c'était le groupe qui a donné par la suite Death in June, donc un autre groupe, on va dire, de musique industrielle ou folk apocalyptique, ou ce genre d'appellation. En réalité, on a du mal à les définir parce qu'ils font quelque chose de très original et enfin, c'est ça que j'apprécie absolument. Ça veut dire qu'ils ont un parcours esthétique vraiment propre et ça vaut autant pour la musique que pour les pochettes où tout est calculé vraiment à titre singulier. Après, c'est sûr, bon, ils abordent des thèmes un peu... après, la frustration... moi, j'ai choisi de mettre ce morceau en particulier, donc du groupe punk, avant qu'il ne devienne Death in June, parce que, pour moi, la frustration, et là, c'est une citation d'un autre artiste que j'aime beaucoup et qu'on entendra après, qui s'appelle Jean-Louis Coste. C'est la frustration qui est à la base de toute création. Et ça, pour moi, c'est vraiment une règle absolue. C'est-à-dire que je suis suspicieux des gens qui écrivent heureux, quoi. Ça, j'y crois pas trop. En réalité, voilà, c'est la frustration, le moteur de toute création. Voilà, pour moi, il y a beaucoup de vérité dedans. Je vois même pas comment on peut faire autrement. Et ça, c'est une autre citation, on va dire un peu cliché, mais les gens heureux n'ont pas d'histoire aussi. Moi, quand j'écris, moi, je parle pas de gens heureux du tout. En général, c'est toujours des gens frustrés, absolument, des gens qui ont des problèmes, qui se retrouvent embarqués dans des histoires pas possibles. Et pour moi, c'est le seul moyen que j'ai de créer. Il y a très peu de moments de joie. Enfin, il y en a, hein, bien sûr. Sinon, faut qu'il y ait du contraste de toute façon. Faut qu'il y ait Moi, au moment où j'ai écrit le livre, de toute façon, j'ai essayé de libérer tout ce qu'il y avait dans ma tête. Ça veut dire que j'ai essayé d'aborder le maximum de sujets possibles. C'est pour ça que le livre est assez dense. Enfin, là, avec le format, il fait 120 pages. Ouais. Non, en réalité, il fait un peu plus de 200 pages. Mais après, c'est le format qui fait que... Voilà, c'est un peu particulier, mais enfin, il n'est pas si court que ça, on va dire, même s'il peut se lire assez vite. Mais en tout cas, tout est très condensé et il y a beaucoup de thèmes abordés. Donc il y a autant le rapport difficile avec la mère qui est abordé dès le départ, c'est ce que je disais tout à l'heure, il se fait virer de chez lui. C'est pour ça qu'il va dans un bar, où il va tout le temps d'ailleurs, et où il passe son temps à boire de l'alcool. Il voyage en Inde, il voyage à Los Angeles, il rencontre énormément de gens. J'ai vraiment essayé de parler d'un maximum de sujets pour représenter l'époque. En fait, je me suis dit, peut-être il y a beaucoup de sujets qui ont peut-être pas été abordés facilement en art ou en général ou en littérature. Je me suis dit que moi, j'allais essayer de le faire. L'éditeur parle d'un roman anti-initiatique. C'est de qui cette idée de anti-initiatique? Et qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Anti-initiatique, c'est mon éditeur, je sais pas. C'est anti-initiatique. C'est peut-être tout simplement que le narrateur n'apprend rien en fin de compte. Peut-être c'est plus lié à une sorte de post-modernité. Mais moi, je me méfie beaucoup des concepts, des genres... des grilles de lecture en fait. Moi je pense pas à ça quand j'écris. C'est comme on m'a demandé si j'avais choisi l'Inde et les États-Unis donc comme pays où ils voyagent parce que c'était symbolique de la mondialisation. Moi c'est pas des choses auxquelles je réfléchis spontanément. C'est juste que c'est venu comme ça. Mais je trouve que ça en dit beaucoup justement que ça vienne comme ça. C'est bien que ça c'est assez représentatif d'une époque et c'est bien que ça travaille. C'est comme tout ce qui est subversif. Il y a beaucoup de choses
même scatologiques ou pornographiques dans le roman. Il y en a beaucoup. Comme je disais, Influence Coste. Oui, c'est ça, un peu. Mais je connaissais pas Coste. Au moment où j'ai écrit le roman, je ne connaissais pas du tout. Je l'ai découvert après. C'est pour ça que je me suis trouvé beaucoup d'affinités par la suite et ça m'a touché. Son œuvre m'a beaucoup touché. Et d'ailleurs, Jean-Luc Coste est quelqu'un de très accessible et on a beaucoup discuté comme ça. Et lui-même a dit qu'on avait les mêmes techniques d'écriture en réalité, alors qu'on ne se connaissait absolument pas. Bon, enfin voilà, c'est me faire beaucoup d'honneur de dire ça, mais n'empêche que voilà, c'est ce qu'il a dit. Et je pense que voilà, c'est assez vrai. C'est juste, c'est une technique d'écriture hyper spontanée et sans concession, dans laquelle on ne se censure pas du tout. Donc quand on fait ça vraiment avec honnêteté, j'ai envie de dire, quand on le fait vraiment, ben évidemment, il y a des choses bizarres, des choses scatologiques, des choses pornographiques qui ressortent. Après, les trois quarts des gens, je pense, ils auront le réflexe de supprimer et de mettre autre chose à la place. Mais ce qui est intéressant, c'est de le laisser et de voir la réaction des gens. Si après, je réfléchissais en me disant oui... qu'est-ce que va penser ma grand-mère de ça ou n'importe quoi, c'est sûr qu'on ferait jamais rien, ça c'est sûr. Mais je réagis pas comme ça. Pour moi, il faut vraiment y aller et je me fiche. De toute façon, c'est une fiction. Il y a pas de honte à faire une fiction totale, même en dehors de toute morale ou de toute de bien-pensance ou je sais pas quoi. L'art, c'est vraiment pour moi en dehors de ça. Il y a pas de limite à avoir. Oui, écriture spontanée, Romain Terneau, mais justement, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es retrouvé à barrer parce que ça devenait conventionnel malgré la spontanéité, où tu te disais tel écrivain à la mode aurait pu faire ça, donc je ne vais pas partir dans cette voie? Non, mais c'est vrai que la question se pose. Moi, je disais, je connaissais absolument pas Jean-Luc Coste quand j'ai écrit ce roman. En revanche, je connaissais très bien Bukowski, j'avais tout lu, comme John Fante, même Céline. Et Céline, c'est très scatologique quand on lit en entier. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai écrit ce roman, je me prenais pas mal pour Bukowski. Voilà, c'était un peu mon modèle, quoi. C'est-à-dire que voilà, je faisais un peu comme lui. Et j'écrivais, et c'est vrai que quelque part, je me disais, ouais, est-ce que c'est... Mais en fait, le truc, c'est que moi, je cherche même pas à être subversif, c'est même pas la question. Moi, j'écris comme je le sens et je me dis pas, je vais être subversif. Donc, ça m'atteint pas, en fait. Je me dis pas, je vais écrire ça parce que ça va déplaire ou parce que ça va plaire ou n'importe quoi. Je fais le débit d'écriture tel qu'il vient. Donc après, il peut parce que ça te plaît ou parce que ça va te déplaire à toi aussi? Ah non, moi, il n'y a rien qui me déplaît. Tant que c'est de la fiction, de toute façon, je vois même pas ce qui peut vraiment déplaire. Si, des choses qui choquent vraiment, mais c'est une bonne chose pour moi. Moi, je cherche ça en art en général, dans un film ou dans un livre ou n'importe quoi, une musique même. Je cherche des choses vraiment qui vont me fracasser le cerveau. C'est vraiment ce que je cherche. Ça m'intéresse pas, moi, d'entendre... de l'anodin en fait, parce que j'ai l'impression, par exemple en chanson française, c'est ce qui fait de plus en plus, les gens aiment l'anodin. C'est-à-dire, voilà, je suis à la terrasse d'un bar, je bois mon coca et tout. Et la vie est super. Ça, c'est vraiment, c'est l'inverse de ce que j'essaye de faire, mais en même temps, moi, je contrôle pas. Mais il peut se trouver, il peut y avoir de l'anodin dans mon livre, ça peut arriver, parce que il y a du contraste. On peut pas faire que du trash, on va dire, ou que du heureux. Enfin, ça, à la rigueur, c'est faisable, mais techniquement, quoi, faut calculer. Mais non, je réfléchis pas à ça en fait. Mais il peut se trouver que ce soit gratuit en fait. C'est ça la définition. Quand quelque chose est subversif entre guillemets gratuitement, c'est pas intéressant non plus. Après, il peut se trouver que voilà, sur 10 000 événements qui arrivent en un roman, il y ait 2 ou 3 trucs qui passent pas, qui paraissent gratuits et donc conformistes en fait. Ça peut arriver, mais c'est pas grave. Ça remonte le reste, on va dire. Romain Terneau, est-ce qu'il faut plaindre tes voisins parce que tu écris à quel moment de la journée, et est-ce que tu écris en écoutant ce qu'on va écouter dans le fil de cette émission? Oui, je crois qu'il faut beaucoup plaindre mes voisins, pas pour la chanson qu'on va écouter juste là, parce que ça c'est un morceau que j'ai découvert assez récemment, qui correspondait bien au roman. Du coup, je l'ai choisi, mais en ce moment je l'écoute un peu en boucle, mais c'est pas une musique que j'écoute tous les soirs. En revanche, oui, il faut plaindre mes voisins parce que c'est vrai que j'écris le soir, voire la nuit. La journée, de toute façon, moi, j'arrive pas à me concentrer la journée, tout simplement. Moi, c'est vraiment le soir, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Mais la journée, j'ai du mal à me concentrer. Je peux écrire, hein, mais pour moi, c'est vraiment le soir où tout arrive. Et j'écoute de la musique en écrivant, c'est vrai. Donc, moi, quand j'ai écrit Croisade apocalyptique, j'écrivais en fait
j'écrivais ce qu'il y avait dans l'ordinateur au moment où je l'écrivais, parce que c'était un vieil ordinateur. Donc c'était des choses... dans les choses bien, je sais pas, il y avait peut-être les Pixies. On va dire, voilà ça. Ce qu'on a écouté avant, d'ailleurs, ça peut faire vaguement penser aux Pixies. Mais en général, maintenant, j'écoute Jean-Louis Coste quand j'écris. Et ça ne me perturbe pas que les paroles soient en français, parce que je les connais quasiment par cœur toutes. Et c'est quelque chose d'assez violent, et moi, ça me motive beaucoup pour écrire. Donc la chanson qui vient là, c'est une chanson du groupe Theater of Hate, donc le théâtre de la haine. Et ça s'appelle Do You Believe in the West World? Est-ce que vous croyez à l'Occident? Et voilà, c'est un peu la question du livre, quelque part.
Radio Libertaire 89,4 MHz. Donc j'ai fait un putsch dans le cadre de l'émission Bulle Noire, j'ai viré Robert de Terre. Le problème de mon côté, c'est que je n'ai pas lu le livre de l'invité. Heureusement, lui, il l'a écrit et il nous en parle depuis. Mais finalement, il a réussi à défaire les liens que j'avais mis autour de lui. Robert de Terre est arrivé dans le studio, donc... Robert, je te laisse les micros. Parce qu'en plus, tu arrives avec un invité de plus. Oui, j'avais 2 invités, mais aujourd'hui, c'est assez mal tombé. Et pour tout vous dire et pour raconter la petite histoire personnelle, j'ai une amie qui... j'ai passé la semaine, il faut dire, à lire Croisade apocalyptique, le roman de Romain Ternaux, qui est avec nous... jusqu'à 19h sur Radio Libertaire. J'avais lu bien précédemment La suite ne sera que silence de Christian Binder parce que il me l'avait envoyé très tôt et puis on avait des dates prévues. Enfin, on avait essayé de se caler une date. Bon, ça c'était fait. Et il se trouve que le Romain Ternaux met en scène un alcoolique et que l'ami qui est en train de mourir, elle a le foie mort, les reins morts, tout est mort. Et parce elle aimait beaucoup l'alcool comme ton personnage principal. D'où mon retard, voilà, vous savez tout. Merci au petit Nicolas d'avoir assuré la transition. Est-ce qu'on écoute un petit morceau pour se reposer avec Christian? Parce que Christian, lui aussi, toi aussi, t'étais un petit peu coincé sur le périphérique. J'étais à la bourre et tout le quartier est un peu bouclé. Je sais pas, il y a des manifs. Oui, il y a une grosse manif pas loin. Il y a une grosse manif prévue. Oui. Et non autorisée. Et non autorisée, qui plus est. Et il y a des CRS partout. Donc j'ai un peu galéré pour arriver et trouver une place. Enfin bon, voilà, je suis là et je suis prêt à vous parler de La suite ne sera que silence. C'est parfait. Je pense que Romain, tu as fait ton travail. Tu as été venu avec quelques titres. J'imagine qu'on en a écouté quelques-uns déjà. C'est ça, on en a écouté 2. Il me semble. Oui, celui qu'on a écouté juste avant que vous arriviez, c'était un titre de Theater of Hate. Et en réalité, je l'ai choisi parce que le batteur de ce groupe, c'était le batteur du premier groupe qu'on a écouté, qui était Crisis, donc un groupe punk des années 70. Et comme je le disais, la chanson s'appelait Do You Believe in the Westworld? Donc ça faisait assez écho au livre. C'est la raison pour laquelle je l'ai choisi. La suivante n'a rien à voir, c'est-à-dire que c'est une chanson en français cette fois d'un chanteur qui s'appelle Ventre de Biche, qui est pas très connu, mais que j'apprécie beaucoup, qui est un peu dans la mouvance de Jean-Louis Coste, on va dire. Et le titre, qui est assez... on va dire assez ironique, ça s'appelle Un bon vigile, parce que dans mon livre à moi, il est question beaucoup de vigiles, il s'attaque beaucoup à ces gens-là, et moi on m'a fait des reproches comme quoi, qu'est-ce que j'avais contre eux, pourquoi, est-ce que je pensais vraiment que c'était des suppôts du capitalisme ou quoi, enfin des gens qui faisaient pas la différence entre la fiction et la réalité, alors que voilà, c'était juste de l'humour. Et donc j'ai choisi cette chanson parce qu'elle est aussi très drôle, je trouve, à prendre bien sûr au second degré.
Eh bien voilà, c'était encore un choix de Romain Ternot qui vient de publier aux éditions Dub Édition les Croisades apocalyptiques, mais ça t'en as parlé et t'as raconté un petit peu que le pourquoi du comment pendant quasiment la première demi-heure où on n'était pas là avec Christian. Et le point commun que vous avez avec Christian Binder qui est avec nous et qui vient de publier son premier roman, La suite ne sera que silence aux éditions Le Passeur, c'est ça hein. Oui, tout à fait. Le point commun, c'est que c'est votre premier roman. Enfin, en tout cas, votre premier roman publié. Quant à toi, Christian, je crois que c'est mon premier roman. C'est ton premier roman. Oui. Mais tu as écrit d'autres bouquins quand même, qui ne sont pas de l'ordre du roman, mais en tant que, il y a très très longtemps, que chroniqueur et. Oui, non, mais il y a très 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 longtemps, j'avais écrit quelque chose sur les anabolisants. Vous voyez, c'est pas le dopage par anabolisants. Donc, mais c'est vieux tout ça. Alors, ça c'est une réalité hein, que Christian Binder a souvent rencontrée hein, lors de en tant que chroniqueur lors des procès. En revanche, Romain, lui, lorsque ce sont des affaires de tribunal, ça donne ça. Plusieurs affaires, donc le personnage principal est revenu après être allé en Inde, puis aux États-Unis où il a voulu faire à chaque fois la révolution, mais il a fait plutôt que boire et bouffer, vomir et avoir des problèmes, parce qu'il a des problèmes assez scato, hein, ton personnage principal. Et lui il revient, il se retrouve dans un tribunal et voilà comment ça se passe. C'est assez torché, hein, c'est assez vite fait hein, les procès avec Romain. Plusieurs affaires sont examinées avant la mienne. Le procureur blasé écoute un avocat commis d'office tentait de défendre une vieille dame surexcitée. Apparemment, elle a tué son mari en lui balançant un radiateur électrique au travers de la tête. L'avocat avance qu'elle ne dispose plus de toutes ses facultés mentales et ne peut être tenue pour responsable de ses actes. « Petit branleur, va !» La vieille dame réplique à son propre avocat, l'écume aux lèvres. « Je vous assure que jusqu'à son récent état de sénilité avancée, Madame Léon était une citoyenne modèle qui n'aurait eu en aucun cas pu faire l'objet d'une mise en examen. » La vieille « Va chier !» Et là, il lui balance son sac à la main à la figure. Le procureur l'évacue dans l'hystérie des badauds. On est au cirque. J'espère qu'elle touchera son cachet. Maintenant, c'est à mon tour de passer devant. Le procureur pour terrorisme international. Un autre avocat commis d'office. Quand je pense à tout l'argent qu'il y a dans la mallette de Caro, j'aurais pu me payer le meilleur enfoiré d'avocat de tout Paris. Mais non, je me tape ce petit minet en costume, épais comme une crêpe. On a dû l'appeler il y a 1 heure et il n'est pas au courant de l'affaire. Il farfouille dans les papiers qu'on lui a donnés, il les découvre en même temps que le reste de la salle. Voilà ce qu'on me reproche. J'aurais semé le trouble lors d'un vol Los Angeles-Paris pour détourner l'attention de l'équipage, assommer le commandant de bord et placer une bombe artisanale dans les toilettes. Mon client clame qu'il s'agissait en réalité d'un monstre d'excréments qui le poursuivait depuis Melrose Avenue pour le tuer. Il nous met au défi de retrouver une quelconque trace de bombe artisanale dans la cabine des WC, ce qui ne saurait constituer une défense sérieuse puisque la susdite bombe a bel et bien explosé, dixit ton personnage principal. En revanche, lui-même a été retrouvé entièrement recouvert des substances fécales accumulées dans l'appareil, ce qui tend à démontrer son haut état de démence coprofile, etc. Ça dure pas très longtemps, ça dure 2 pages, et après, dans une expérience mystique, quasi mystique. Ton personnage va aux toilettes, il est à peine accompagné par les gendarmes et il s'échappe par la fenêtre. C'est ça. Alors, le spécialiste des procès ici présent, Christy Binder, va te dire s'il y a un quelconque reflet d'une réalité dans ces expériences. C'est une fiction de toute façon, donc tout est permis dans une fiction, mais un meurtre, même par une vieille dame, ce sont les assises. Là, ce que vous racontez, ce sont les comparutions immédiates, c'est les petits dealers de hash, c'est les voleurs de disques à la Fnac ou ailleurs, et c'est à la limite, c'est les manifestants qui pillent les magasins en queue de manif. Le gars avec une bombe dans un avion, c'est pareil, c'est le procès d'assises, et c'est des procès qui durent. Alors les procès ont lieu 2 ans, 3 ans, 5 ans après, et là il y a avocats, il y a les citoyens, il y a tout, il y a pas juste un juge, mais on a le droit à toutes les fantaisies. Surtout que Croisade apocalyptique, il y a quelques ovnis dans la littérature comme ça, il y a des bouquins comme Kronsky Max Match, je sais pas si tu as lu ça, de Timothy Harris, qui est un ovni comme celui-ci, mettant en scène des oiseaux qui passent beaucoup de temps à boire et à prendre des substances illicites et qui traversent des aventures comme ton personnage ou tes personnages
personnages dans Croisade apocalyptique. Il y a aussi, il me revient le Envoie-moi au ciel Scotty, que tu as dû lire aussi, qui est un ovni de la même façon, avec des mecs qui traversent des aventures. Ils sont de toute façon globalement dans un état second, et entre squats d'endroits, d'hôtels grand luxe, comme de ponts à Paris, ils traversent comme ça des aventures extraordinaires. Évidemment, dès le début du bouquin, personne ne peut penser qu'on est dans la réalité. On est dans la surréalité, hein, puisque au début du bouquin, ton personnage principal, qui veut faire la révolution marxiste, il se retrouve par hasard avec un copain, lui, il se retrouve dans une propriété privée, et il se trouve que y a des pièges à loups dans la propriété privée, et au bout de 2 minutes 30, le camarade de ton héros se retrouve unijambiste. Il a les jambes. Et ça ne change rien à l'histoire. Il est unijambiste, il a la jambe en moins, elle est restée dans le truc. Il rentre, il continue, il rentre dans le truc. Donc le ton est donné dès la deuxième page. Le ton est donné. On sait qu'on va être dans un roman truculent et où il faudrait chercher une réalité dans l'alcool éventuellement, mais nulle part ailleurs. Oui, bien sûr. Mais tout est expéditif, mais la justice expéditive, là, c'est un exemple flagrant. Mais en réalité, il n'y a pas de temporalité dans le livre. On ne sait pas quand ça se passe. À la rigueur, peut-être que plus tard, n'importe quelle affaire judiciaire sera traitée comme ça. On ne sait pas. Il n'y a pas de rapport de temps vraiment précis. Bon, après, c'est peut-être douteux. Mais c'est vrai que tout va très vite, donc forcément la justice aussi. C'est une règle que je m'étais fixée, c'est ce que je disais au début de l'émission. Comme règle d'écriture que je m'étais fixée, c'était que tout aille très vite pour qu'on s'ennuie à 0 seconde en réalité. Tiens, voilà. C'est assez drôle parce que ça fait une unité de temps pratiquement, et moi j'ai tenu à ce que mon bouquin, il se lise en 4 heures. Maximum 4 heures. Et c'est le temps du délibéré. Et je voulais pas dépasser ces 4 heures-là. C'est le temps du délibéré dans cette affaire de cour d'assises. Quelquefois, c'est plus court. Hein. Quelquefois, c'est 1h30, 2 heures, 1 heure. Quelquefois, c'est plusieurs jours, hein, délibéré de cour d'assises. Mais là, 4 heures. Alors, à la différence de Romain, toi, ton éditeur t'a demandé de faire plus long parce que tu avais fait plus court. C'est un roman qui se lit, tu dis 4 heures, c'est un roman qui se dévore assez vite. Hein. Oui. Bon, il fait 220 pages, ça se lit en moins de 4 heures. Mon éditeur a été très respectueux, le passeur. Alors, dans le cadre de Romain Terneau, c'est au contraire, on t'a demandé de couper, hein, parce que tu avais fait beaucoup plus de pages que ça. Oui, enfin pas tellement en fait, le résultat est à peu près équivalent, mais en revanche j'ai dû édulcorer certains passages, ça c'est vrai. Parce que, enfin déjà là le roman est assez trash, on va dire. Il est assez... voilà, il y a des scènes scato, des scènes porno, il y en a quoi. Mais il y en avait beaucoup plus au départ, et c'est vrai que bon, au bout d'un moment on m'a dit oui, faut pas non plus que ce soit gratuit. Et ça, je comprendrais bien. Et au final, je pense que le roman a été amélioré, tout simplement. Parce que c'est vrai qu'avoir un regard extérieur qui dit ça, c'est trop, c'est aussi bien, quoi. Même si moi, j'aime bien faire dans l'excessif, absolument, de bout en bout, c'est bien aussi d'avoir un certain contraste. Donc voilà, j'ai aussi dû retirer pas mal de points d'exclamation parce que j'ai un style très oral et le narrateur est complètement hystérique, ce qui fait que c'est vrai qu'il y avait des points d'exclamation quasiment à chaque phrase. Donc là aussi c'était peut-être un peu trop et donc voilà, c'est un bon travail d'éditeur. Je pense que le roman est mieux que le manuscrit que j'avais donné au départ. Comment tu as déterminé les endroits où tu as envoyé ton personnage et puis sa petite bande bon, il faut dire que, je ne sais pas si tu as déjà expliqué aux auditeurs, mais il y a le personnage principal qui est un soulard fini, son copain qui disparaît vite parce qu'il a qu'une jambe, il se retrouve avec une pute et un ancien nazi qui reconvertit dans le pacifisme. Pourquoi tu les as envoyés d'abord en Inde, puis à Los Angeles? C'était quoi la démarche géographique? Il n'y avait pas tellement de démarche géographique. On m'a déjà posé cette question. On me demandait si c'était pas par rapport à la mondialisation, ce que je disais au début de l'émission. Mais moi, c'est pas des choses auxquelles j'ai réfléchi. C'est juste que moi, je suis déjà allé en Inde 2 fois. La première fois, c'était dans la région que je décris dans le roman. Donc, c'était dans le Karnataka, c'est-à-dire de Bombay à Goa. Donc forcément, c'est les villes dont je parle dans le livre. Et c'est tout, c'est aussi simple que ça. Los Angeles, c'est parce que c'est une ville, j'y suis jamais allé, mais je connais assez bien parce que j'ai lu énormément sur cette ville. Tous les auteurs quasiment dont je me suis inspiré sont de Los Angeles. Donc c'est juste ça. Et je trouvais que c'était important que le narrateur voyage
pour qu'il y ait du contraste justement. J'aurais pas vu un roman en entier qui se passerait complètement dans la même ville de province. Ça aurait posé problème, quoi. Je pense qu'il faut un peu de nuance, et je me suis dit, si on change radicalement de décor à un moment, le lecteur ne s'ennuie pas. Donc voilà, toutes les, 50 pages, on change d'univers complètement, mais le narrateur reste le même. Et ça, voilà, l'Inde, j'étais capable d'en parler, j'y suis allé, tout ce qui se passe quasiment en Inde... Je l'ai transposé, mais je l'ai vécu. Tous les personnages qu'il rencontre, les endroits où il va. Tu veux dire que les attaques à l'hôtel, tu as vécu des attaques comme ça avec des armes lourdes dans l'hôtel? Non, je les ai pas vécues, mais enfin, j'aurais pu les vivre parce que moi, quand je suis allé en Inde, c'était en 2008, je crois. Il y a eu dans un hôtel assez chic, dont j'ai oublié le nom, un hôtel pour touristes en réalité. On va dire quelques mois après que moi j'y suis allé, il y a eu des attaques terroristes dans cet hôtel, quoi, où j'étais allé, où j'avais bu des coups avec des amis. Donc à quelques mois après, en réalité, je les aurais vécu ces attaques, peut-être que je serais mort. Donc je les ai pas vécues, mais à peu de choses près, on va dire. Pour ce qui concerne l'alcool, tu t'es inspiré de toi-même ou de quelqu'un d'autre? T'as une grosse capacité? Je pense que j'ai une grosse capacité, mais bon, c'est pas tellement la question. C'est juste que moi... Ah bah si, justement, c'est la question que je te pose. ce que je disais au début, c'est que moi, un de mes grands modèles, au moment où j'ai écrit, forcément, c'était Bukowski. Mais moi, ce qui est drôle, c'est que j'ai découvert Bukowski après Fante. Généralement, c'est le chemin inverse. Et les gens... voilà, ils connaissent Bukowski et après ils dérivent sur Fante. Moi, c'est l'inverse. Et Fante, c'est vraiment c'était mon premier choc littéraire. Et après, j'ai découvert Bukowski. Et c'est drôle parce que moi, je le connaissais sans le connaître en réalité. Parce qu'au moment où j'ai lu, j'ai reconnu la personne parce que tout le monde a vu l'émission de Pivot où justement, il est complètement bourré. À l'émission d'Apostrophe. Et moi, du coup, au moment où j'ai lu, j'ai fait OK, ça doit être ce mec-là. Et en effet, c'était lui. Et je me suis dit quand même, c'est dingue. Bukowski a une personnalité tellement énorme que même tout le monde connaît, même sans avoir lu, quoi, à la rigueur. Donc ça m'a impressionné. Et voilà, c'était juste une inspiration. Je me suis dit, ouais, un narrateur comme ça, voilà, ça ouvre plein de possibilités de toute façon. C'est parce qu'il voit énormément qu'il vit énormément de choses dès le départ. Ça commence comme ça, le livre. Donc c'est plus pour ça que par perversion ou je ne sais pas quoi. Mais ouais, c'est surtout ça. Ouais. C'est plutôt l'influence de Bukowski. Bon, je propose qu'on fasse une petite pause musicale. Maintenant, ça va être chacun votre tour. Bon, on a écouté un titre choisi par Christian. On va écouter un titre que tu as choisi. Ce sera Wesley Willis. Donc, la chanson s'appelle Rock'n'Roll McDonald parce que là aussi, il est énormément question de fast-food dans mon livre. Donc, il y a peu de chansons qui concernent ce sujet. Oui, parce que ton personnage principal, je ne sais pas si tu l'as dit aux auditeurs, mais c'est que il est toujours en rupture. Il prône le marxisme, mais il se retrouve toujours dans des sociétés de grand capital, du grand capital. Hein, les sociétés ONI en particulier. Les King, Burger King, McDonald's King, etc. C'est les contradictions, que tout le monde a, je pense. Hein. C'est pour ça, quelque part. On va demander à Christian s'il a des contradictions pareilles. Non, là, je suis assez formel là-dessus. Je n'ai pas de contradiction, je préfère le meilleur. Donc pas le McDo. Non, jamais. McDonald's is a place to rock. It is a restaurant where they buy food to eat. It is a good place to listen to the music. People flock here to get down to the rock music. Rock and roll McDonald's. Rock and roll McDonald's. Rock and roll McDonald's. Rock and roll McDonald's. McDonald's will make you fat. They serve Big Macs. They serve quarter pounders. They will put pounds on you. Rock and roll McDonald's. Rock and roll McDonald's. Rock and roll McDonald's. Rock and roll McDonald's.
McDonald's hamburgers are the worst. They are worse than Burger King. A Big Mac has 26 grams of fat. A quarter pounder has 28 grams of fat. Rock and roll McDonald's. Rock and roll McDonald's. Rock and roll McDonald's. Rock and roll McDonald's. Rock over London. Rock on Chicago. Wheaties. Breakfast of champions. Radio Libertaire 89.4, bien on vient d'écouter un choix musical de Romain Ternaud qui est avec nous pour son Croisade apocalyptique paru aux éditions Dub, et Christian Bindner qui est avec nous pour La suite ne sera que silence chez Le Passeur, deux premiers romans assez différent, on peut dire. On vient d'écouter un truc sur une chanson autour des McDonald's et de la malbouffe. Il faut dire aussi que d'ailleurs que ton personnage, quand il se retrouve à Los Angeles, il se fait virer. Bon, il fait que des conneries. Il est dans un grand restaurant et puis il fait l'espèce de fantasme adolescent de pisser dans les bouteilles de bière parce qu'il est dans un restaurant extrêmement huppé où toutes les stars hollywoodiennes se pressent, et lui évidemment il fait n'importe quoi avec les alcools qu'il sert ou les plats qu'il sert, et ensuite il fait finalement virer, il se retrouve au McDo où il voudrait recommencer la même chose, mais c'est beaucoup plus fliqué à McDo que... T'as travaillé au McDo déjà ? Non, j'ai pas travaillé au McDo, mais j'ai beaucoup d'amis qui ont travaillé et je me suis inspiré de ce qu'ils me disaient eux. Et donc surtout, il bouffe énormément de McDo et il devient très 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 vite énorme, une véritable baleine. Il a du mal à se déplacer. Malgré tout, il a du mal à se déplacer, mais dans le roman, c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'en fiche un peu. Il arrive quand même à passer par une bouche d'égout. On ne sait pas comment parce que. Mais les unijambistes, ça aide déjà. Ah non, l'unijambiste n'est plus là. L'unijambiste, il est resté avec les mouches autour de son moignon. Il s'est fait foutre un moignon en or. Enfin bon, on est dans le délirant amusant, on peut dire. Hein. Et effectivement, ton personnage, il se retrouve dans les égouts de Los Angeles, avec des rats partout. Enfin bon, tu t'es bien amusé à créer à chaque fois des lieux, des événements et des choses apocalyptiques, enfin qui pourraient être apocalyptiques, mais qui ne le sont pas, parce que finalement, tu descends dans les sous-sols d'une grande ville, c'est pareil. Oui, c'est ça. C'est juste que... Voilà, je me suis pas du tout restreint. Disons que, à la rigueur, toutes les idées qui me passaient par la tête, je les mettais. Bon, après, il faut retravailler le texte, forcément, parce que ça peut pas donner quelque chose de bien. Mais disons que, voilà, je me suis pas censuré, j'y suis allé à fond. En général, quand j'écris, je suis dans des états un peu seconds, et j'aime pas être trop lucide. Parce que quand on est trop lucide, on n'est jamais satisfait de ce qu'on fait, déjà. On bute à chaque phrase, on n'est pas content, et en fait, moi, ce que je recherche, c'est une certaine fluidité. Voilà, une spontanéité dans l'écriture. Et ça, c'est possible vraiment quand on est un peu fatigué ou dans un état un peu second, un peu endormi. Et voilà, c'est pas non plus de l'écriture automatique ou de l'écriture avant-gardiste ou je ne sais quoi, mais c'est juste, voilà, c'est pour ça que le texte est délirant. C'est juste que quand on se lâche complètement, quand on joue vraiment le jeu, on se fixe aucune limite. Forcément, le cerveau, il peut partir très loin. Donc là, c'était le cas, et c'est la raison pour laquelle ça bouge beaucoup. En tenant compte des règles que je m'étais fixées moi, que ça aille le plus vite possible, voilà, qu'il n'y ait pas de temps mort en fait, c'est juste ça. Donc quand on se fixe ça comme limite, on trouve toujours des moyens, et en plus il y a une certaine logique interne qui s'installe. Ça veut dire que le roman au final il retombe complètement sur ses pieds. C'est comme si j'avais tout calculé dès le départ, sauf que ça s'est fait au fur et à mesure. Donc c'est pas quelque chose que j'ai calculé moi au départ, mais il y a plein d'épisodes en effet qui viennent plus ou moins délirants, le plus souvent très délirants. Et le roman est comme ça. Voilà, justement, tu étais astreint à un rythme d'écriture. Quand je l'ai fait, le roman, je l'ai pas tellement... j'avais pas de règles... j'étais pas régulier, quoi. Je l'ai fait... En général, j'écrivais le soir, peut-être tous les jours, parce que... Peut-être que j'avais besoin d'écrire tous les jours. Je ne me souviens plus. C'était il y a 5 ans, quand même. C'est un roman que j'ai écrit à 22 ans, ça. C'est pour ça que j'en ai écrit beaucoup d'autres entre-temps. Et... Maintenant, je sais que je me fixe une page par jour, quoi. C'est ma règle. Je fais, ça peut paraître peu, une page par jour. Une page à 4, j'entends. Parce que le roman tel qu'on a là, qui fait 240 pages, on va dire, dans ce format-là, en réalité, il fait 80 pages à 4, quoi.
Donc c'est pas si long, c'est 80 jours de travail en fait, si on fait une page par jour. Donc ça peut paraître peu, une page par jour, mais au moins quand je l'ai faite, elle est telle que je le veux absolument. C'est comme ça quoi. Après, mais au moment, j'avais pas fixé ces règles au moment où moi j'ai écrit Croisade apocalyptique, c'est venu après. C'est avec la pratique, je me suis dit ok, je vais faire ça. Sinon, ce roman, je pense que je l'ai écrit en 1 an et demi parce que je faisais d'autres choses, je faisais des études. Voilà, j'écrivais un peu quand j'en avais envie. Pour moi, c'était juste un délire, c'était pas quelque chose de sérieux. Je me suis pas dit, je vais écrire un roman. Ah bah puis après, à la fin, tu l'as proposé à des éditeurs. Oui, bien sûr, parce que dans la mesure où j'avais un produit fini, on va dire, non, je me suis dit, voilà, c'est dommage de ne pas le proposer. De toute façon, les gens ne me connaissent pas. Qu'est-ce que ça peut faire? J'envoie et on verra bien. Et en l'occurrence, j'ai eu 2 acceptations. Ce que je disais tout à l'heure, dont une maison d'édition qui a fait faillite. Et c'est eux, 1 an plus tard, qui étaient intéressés dès le départ, à qui j'ai refusé, parce que j'avais signé ailleurs. Ils sont venus vers moi et voilà. Pour le meilleur, pour l'instant, j'ai envie de dire, donc tout va bien. Bon, alors le personnage de Romain Ternaux, lui, il est toujours dehors, mais c'est pas un assassin en fait. Hein, il est plutôt contre lui-même. Hein, il a un énorme problème. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour te dire que ce mec-là avait des gros problèmes avec son caca et que le roi caca allait toujours l'attaquer? C'est personnel, je sais pas. Tu posais la question de l'alcoolisme tout à l'heure. Tout à l'heure, il m'a pas répondu, il m'a dit c'est pas la question. Oui. Donc là, il va me répondre c'est pas la question, c'est peut-être pas la peine. Si, c'est complètement la question. Non, mais je sais pas, je peux pas tellement répondre. Non, c'est juste, ça m'est venu comme ça. Je dis quand j'écris, il y a un flow qui sort. C'est le cas de le dire. Et là, c'était le cas, donc je me suis pas censuré. C'est juste ça, hein, parce que quand on se lâche, c'est le cas de le dire. Forcément, il y a plein de sujets qui remontent. Et de toute façon, ça, je vois même pas pourquoi on pourrait pas en parler. Je veux dire, ça fait partie du quotidien. Quand on se met aucune limite, on dit vraiment tout ce qui passe. C'est ça. Il y a forcément ce sujet qui vient à un moment ou à un autre. Tout le monde est confronté à ça. Donc pour moi, c'est un sujet presque comme un autre en fait. Tout le monde vit ça tous les jours. Donc lui, forcément, vu qu'il vit d'une manière extrême, il le vit peut-être d'une manière extrême aussi. Comme tout, hein, tout prend des proportions de dingue. Donc ça, c'est un délire qu'il avait, mais c'est aussi lié à son père. Enfin, c'est dit vaguement dans le livre, pareil, à un très court moment, parce que tout va très vite, mais à un moment, on sait que son père est mort dans des circonstances très bizarres, qui sont liés à ça aussi. Donc c'est ce genre de traumatisme aussi, je pense, qui font qu'il y a ce sujet qui revient. Et lui, dans la mesure où il est seul et il est confronté à lui-même, quand on est confronté à soi-même, il y a ça qui prend de plus en plus d'importance, je suppose. Alors peut-être que dans quelques années, ou peut-être très prochainement, quand tu seras devenu un auteur culte, les chercheurs, en lisant le livre, se demanderont, essaieront de calculer le nombre de seaux de bile, de merde, de pisse, ton personnage principal déverse tout au long du roman. Ils vont dire, dès qu'il va dans des chiottes, il arrose tout, là, il la sort et puis il arrose dans tous les sens. Pareil lorsqu'il s'assoit sur les toilettes. Et puis évidemment, il ingurgite des litres et des litres de bière, de bourbon, etc. Là, tu lui fais tout boire, hein, sans aucun problème. C'est la démesure. Ça t'a bien amusé? Oui, bien sûr, c'est la démesure, c'est l'excès permanent. Mais ça, c'est quelque chose qui est permis par la fiction. Je fais pas ça en vrai. Hein. Mais non, c'est juste, voilà, moi, je pense que tant qu'à écrire de la fiction, autant se lâcher un maximum. Donc c'est pour ça que tout est excessif. Et je trouve ça plus drôle, un narrateur qui part complètement en vrille, qui est inarrêtable en fait. Il a pas de limite. Voilà, c'est le but. C'est le but de la fiction aussi pour moi. C'est le lieu, voilà, où on peut exprimer ce qu'on peut pas faire dans la réalité. Donc autant y aller à fond, c'est ce que je pense. Bon, ton histoire de quand il est au McDonald's, une histoire de Thalys & Co, où il y a un petit copyright d'ailleurs. Ouais. Est-ce que tu peux dire un mot là-dessus? Alors, pour resituer, ils retrouvent ses camarades qui ont importé aux États-Unis ou exporté, comme on veut, un nouveau produit qui n'est plus le McDonald's, le McBurger, etc., mais qui est un... C'est un thali, ouais. C'est un produit indien en réalité. Moi, quand je suis allé en Inde, je mangeais ça tous les jours quasiment. En réalité, c'est comme une galette de riz avec des épices. Voilà, c'est végétarien. Et quand j'étais en Inde, je mangeais ça tous les jours. C'est le plat dans le sud de l'Inde, c'est ce qu'on mange tout le temps.
Et donc lui a l'idée il se dit ok d'accord, il y a quand même énormément de gens qui mangent ça, on va le déployer à l'échelle de la planète. Voilà, et il crée une firme multinationale par rapport à ça. Après, voilà, c'est une expérience personnelle. J'ai un bon ami à qui je rends hommage là, du coup, qui a dit que ce serait marrant de créer un Tally Drive. Voilà, c'est de là qu'est venue l'idée. Genre comme un Mac Drive, genre en voiture, on va vendre aux Indiens des Tally à emporter sur leur moto, en un sens. Voilà. Mais le fait que tu aies mis un copyright, c'est parce que tu l'as déposé ? Ah non, j'ai rien déposé, c'est juste, voilà, c'est pour le style, gag, quoi. Ouais, bon, bah, pendant que ton personnage bouffe des McDo et des trucs un peu n'importe quoi, le personnage de Christian, lui, il attend la saveur d'une côte de bœuf, un gratin dauphinois, le bouquet d'un bon vin. Voilà ce voilà, c'est la différence. C'est simple. Et il attend les flics qui viennent l'arrêter avec devant lui sur la table sa dernière bouteille d'Hermitage, un monnier de la Cisrane extraordinaire d'une très bonne année. Mais c'est un homme. Mon bonhomme, on ne peut, je pense, ne l'avoir qu'en sympathie. C'est un homme normal. Et il dit, je vais me retrouver avec des pédophiles comme ceux qui je supporterais pas, quoi. Enfin bref, la prison, quoi. Il faut lire le livre. Mise en scène par Romain Terneau, je peux dire que ça aurait donné autre chose. Hein. Il se trouve qu'il y a un moment donné où ton personnage, entre autres, je ne vais pas me demander si c'est du vécu, hein, mais il y a un de tes personnages qui se retrouve, ils sont en Inde, dans le slum, dans le bidonville, etc. Et puis, il croit qu'il est adulé, qu'il est parmi, ça y est, il est accepté par tous les mendiants, etc. Et puis tout d'un coup, il se fait mettre par terre, la tête dans la terre, on lui baisse le pantalon et les mecs sont prêts, ils sont tous les uns derrière les autres prêts à lui passer dessus. Bon bah là c'est une des aventures, je raconte pas la suite, hein, mais ouais, exactement. Mais ça c'est, non, j'avoue ça c'est pas du vécu, mais j'ai vraiment vu ce bidonville qui s'appelle Dharavi, qui est à, on va dire, ouais, c'est à 50 mètres du plus grand palace indien, qui est le Taj Mahal Hotel, que je décris aussi dans le roman. Voilà, c'est vraiment deux univers, l'un à côté de l'autre, donc je trouvais ça important de parler des deux. Et vos deux personnages, je peux vous dire, ils aiment bien les femmes, hein, le tien aussi, Romain, il aime bien les femmes, une en particulier, hein, c'est la petite fille, Caro, la petite prostituée qui poursuit un petit peu partout, mais il aime bien ça, et bon, bah voilà, c'est des hommes à femmes, hein, qu'est-ce que vous voulez. On fait une petite pause musicale, un choix de toi, un de tes choix, Romain. C'est ça. Bah là, c'est Jean-Louis Coste, Seule la musique. L'homme est une ordure, l'homme est une merde. L'homme est une ordure, l'homme est une merde. Vous savez bien que la souffrance est partout, que la haine est partout, que la méchanceté est partout, et que la maladie et la mort sont la seule issue à toute cette misère infernale qui me prend la tête. Et qui vous prend la tête aussi. Et qui vous prend la tête aussi. Et qui vous prend la tête aussi. Regardez-moi, je suis qu'un taré. Je suis la preuve même de la damnation du blanc. Je suis la preuve même de la damnation de l'humanité, merde. Je suis qu'une merde qui souffre, qui a mal au ventre, à la tête qui doute, qui se prend la tête. Comme vous. Comme vous. Je suis qu'une merde qui souffre, qui a mal au ventre, à la tête qui doute, qui se prend la tête. Comme vous. Comme vous. Et seule la musique est un soulagement. Et seule la musique est un soulagement. Seule la musique. 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 Et seule la musique est un soulagement. Seule la musique. 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 Seule la musique.
Voilà, c'était un choix de Romain Ternaux. Tu peux le dire. Hein. Jean-Louis Coste. C'est pas mal. Hein. Tu disais qu'il aimait bien, qu'il travaillait dans sa cave et qu'il aimait bien, qu'il avait fait plein d'albums. Hein. Ouais. Un petit peu dans ce même genre. Ah, c'est ça. Une centaine, tu dis? Une centaine d'albums, oui, bien sûr, en 20 ans. Qu'est-ce que tu as fait des autres romans que tu as écrits? Tu les as envoyés, là aussi, tu les as envoyés à des éditeurs? J'en ai envoyé quelques-uns. Il n'y a pas eu d'acceptation, hein, sinon ils seraient publiés. Mais j'attends là, pour l'instant, j'essaye juste de... Je fais la promotion du premier, hein, je me consacre vraiment totalement à ça. Je vais voir des libraires, je vais voir... Je fais tout, je mets tout en œuvre pour faire connaître ce premier roman. Et pour l'instant, je propose pas ce que j'ai fait. On va dire que les 3 premiers, je les ai proposés, voilà, avec des refus. Et là, là j'en suis au 10e, en dehors d'autres trucs que j'ai fait aussi. Et j'attends. Bientôt, je les proposerai peut-être à des éditeurs, mais pour l'instant, je me focalise sur le premier. Mais ils sont tous plutôt inclassables comme celui-ci. Ouais, c'est tout le temps le même genre. C'est toujours un petit peu le même genre. Avec des personnages pareils, un petit peu... Oui, c'est tout le temps assez excessif, avec de l'alcool et de la pornographie et des univers différents. Il y en a un qui se passe dans une secte. Il y en a un, c'est un mec, un otaku, on appelle ça. C'est les Japonais qui restent enfermés chez eux et qui passent leur vie dans leur chambre avec des détritus qui s'accumulent parce qu'ils sortent jamais. J'ai fait un roman là-dessus sur un otaku qui lui sort, qui se retrouve impliqué. Il va en Afrique. Mais ça, tu l'as mis d'ailleurs, ce type de personnage, tu le mets un peu en scène à travers ton héros qui vit ça à un moment donné chez lui. Ouais, c'est ça, c'est toujours un peu le même genre. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le loser, mais hyper imbu de lui-même. J'aime bien ce décalage du mec qui arrive à rien, mais qui pense qu'il est mieux que les autres. Et qui se retrouve par là impliqué dans des histoires pas possibles, qui maîtrise pas et qui est de mauvaise foi, qui supporte personne, qui est égocentrique. Je trouve ça drôle comme décalage, ça permet vraiment des histoires qui ont beaucoup de mouvement. Est-ce que tu es si logomaniaque comme ton personnage, à entasser, enfin il n'entasse pas, mais à un moment donné, oui, il entasse tout un tas de trucs, ses excréments et tout, comme faisait Satie, mais j'imagine qu'une aventure, que les aventures comme les frères Collière, qui aux États-Unis avaient un immeuble où ils entassaient tout un tas de trucs, des carlingues de bagnole, des pianos, des instruments, des cartons de livres, etc. Je sais pas si vous vous souvenez de cette histoire où ces mecs, quand ils sont morts, on a retrouvé leurs cadavres dans l'immeuble à New York et qui était, il y avait 3 ou 4 tonnes de détritus dans leur appartement. Est-ce que tu serais plutôt comme ça, toi, dans ta vie? Je suis pas comme ça dans la vraie vie, mais c'est vrai que moi c'est un sujet qui m'intéresse. Moi je me souviens de quelqu'un qui volait des vélos compulsivement. Il volait je sais pas, on va dire une dizaine de vélos par jour. Et le jour où il s'est fait choper, il y avait des centaines et des centaines. C'est comme dans La Cour, comme et dans des le centaines film, de vélos dans son appart. On a mis 3 jours à vider son appart. Et le mec pouvait pas s'en empêcher. Ça, c'est un sujet que je trouve intéressant, bien sûr. Quelqu'un qui accumule des choses chez lui. En plus, c'est complètement absurde. Mais c'est là, aujourd'hui, tout le monde fait ça. Hein. Tout le monde accumule des biens matériels. On sait pas ce qu'on va en faire. Hein. Tu accumules des biens matériels, Christian? Je suis un peu envahi, mais j'accumule. Non, je sais pas me débarrasser des affaires, mais je connais des gens. Ça a un nom, cette maladie, je m'en souviens plus. Mais je connais en tout cas une dame qui... qui entassée, c'est la silogomanie. La silogomanie, ouais, c'est... qui ne jette jamais rien, mais qui a un papier de chewing-gum, qui a un paquet de cigarettes vide, qui garde les bouchons des bouteilles, qui ne peut rien jeter, et qui est envahie chez elle, qui a à peine la place, puisqu'on en parlait, d'aller dans ses toilettes pour faire ce qu'elle doit y faire, parce qu'à droite, à gauche, au-dessus, en dessous, on peut pas rentrer chez elle. D'ailleurs, elle reçoit jamais personne chez elle, parce qu'elle entasse, elle ne jette jamais rien. Eh bien, on arrive au terme de cette émission. Il y a la suite qui arrive. Merci à Romain Ternaux, Croisade apocalyptique, paru aux éditions Dub. Christian Binder, La suite ne sera que silence, paru aux éditions Le Passeur. Bonnes vacances à vous tous, au petit Nicolas également. Et puis, je vous laisse avec... longtemps je me suis couché de bonne... Contrebande. Pardon ? Contrebande. Ah, Contrebande, pardon, excusez-moi. Eh ben peut-être qu'avant le Contrebande, on va peut-être entendre le générique notre générique qu'on aurait dû écouter au début, hein, qui sait, si on nous laisse le temps. La
bien capté Bulle Noire sur Libertaire, Radio Libertaire. On va parler de polar sur Libertaire, Radio Libertaire. De 17h à 19h, Baby, ton ami Bob reçoit le gratin des auteurs. Radio Libertaire. t'as bien capté Bulle Noire sur Libertaire, Radio Libertaire. On va parler de polar sur Libertaire, Radio Libertaire. Attention, c'est pas l'heure de 4 heures. Baby.